Donc, au niveau du plan de présentation, ben, on va faire une présentation tout à fait là, conventionnelle. Donc, on va faire l'éventail de l'offre et la demande américaine. Ensuite, on va regarder les marchés internationaux. Et ensuite, on va finir par le marché local. Au niveau de l'offre et la demande aux États-Unis, pour ce qui est du maïs, on peut voir que l'offre pour 2021-2022, au niveau du rendement, c'est un rendement qui est à la baisse. C'est quand même moins catastrophique que celui de l'année dernière, mais on n'est pas à des rendements qui sont records, surtout que la tendance du rendement est à la hausse aux États-Unis. En termes de Pardon, production, Étienne. ah, Pardon, oui, Étienne. parfait. Là, finalement, je me suis reconnecté. Bon, je m'excuse, j'avais des problèmes techniques de mon bord. Alors, bon, on a embarqué dans le maïs. Désolé, messieurs, dames. J'ai entendu parler, Étienne, du rendement. Effectivement, l'USDA a baissé le rendement à 160 alors qu'il prévoyait un rendement record auparavant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une production de 14 milliards 750 millions de boisseaux, ce qui est évidemment plus haut que l'an passé, mais sans être pour autant un niveau record. Maintenant, si vous regardez un peu plus bas, la demande de l'éthanol est forte en 2021-2022 à 5 200 millions de boisseaux, mais les exportations vont un petit peu fléchir, quoique elles vont demeurer quand même assez élevées, on le verra tantôt dans un graphique. Tout ça pour vous dire qu'on finit avec des stocks de report quand même serrés à 1242 millions de boisseaux, ce qui est une amélioration par rapport au stock de 2021, mais ça demeure quand même une situation serrée. Suivante, s'il te plaît. Alors, justement, on parlait de l'éthanol. Malgré la prévision qui est optimiste, il y a quand même un phénomène un petit peu inquiétant au cours des dernières semaines. Si vous regardez la ligne assurée pour 2020-2021, vous pouvez voir que, bon, en juin, juillet, on était revenu à ce que j'appellerais le niveau normal d'avant la COVID, qui était environ d'1 million de barils par jour. Or, depuis les dernières semaines, on baisse. Et c'est une baisse qui n'est pas dramatique, mais qui est quand même continue. Et là, on se retrouve la semaine passée avec une production hebdomadaire de seulement 905 millions de barils jour, ce qui est quand même assez inquiétant. Est-ce une nouvelle tendance ou un phénomène passager? Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est quand même un élément négatif qui est venu subitement dans le marché du maïs. Bon, Étienne a déjà passé aux ventes hebdomadaires de maïs. Écoutez, si vous regardez la ligne qui débute donc pour 2021-2022, vous pouvez voir vers la semaine entre -20 et -16 un bond énorme de la Chine de maïs américain au mois de mai. Ils ont acheté plus de 10 millions de tonnes et après ça, ils ont disparu de ce marché. Ce qui fait qu'on était très en avance par rapport à la moyenne quinquennale ou au rythme de l'an passé, mais maintenant, cette avance se réduit de plus en plus et on commence à tendre vers, disons, la courbe de l'an passé. Alors, il faudra voir évidemment le rythme des achats au cours des prochaines semaines. Et là, je vais ouvrir quand même une parenthèse. Si vous avez un petit peu regardé les nouvelles, et je n'en doute pas, les dernières semaines, il y a eu un problème majeur, en fait, dans les derniers jours, avec l'ouragan en Louisiane. Certains terminaux céréaliers ont été endommagés, d'autres manquent tout simplement d'électricité. Tout ça pour vous dire que l'exportation à partir des ports de la Louisiane est actuellement tout simplement stoppée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre et à quel rythme reprendre. Or, la Louisiane, c'est quand même une part importante, très importante des ports du Golfe. Donc, on verra si la logistique sera au rendez-vous. Suivante, s'il te plaît. Alors, voici maintenant un portrait des exportations de maïs des États-Unis des 10 dernières années. Comme vous pouvez le voir, le rythme pour 2020-2021 avait fracassé les records grâce à la demande chinoise principalement qui est survenue du jour au lendemain.
Pour 2021-2022, avec un niveau à 2400 millions de boisseaux, on revient à ce que je dirais à un rythme plus normal, mais qui est quand même élevé, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Suivant. Alors, les stocks de maïs, évidemment, ça joue un rôle très important dans la détermination du prix et de la bourse à Chicago. Donc, comme je le disais tantôt, les stocks remontent un petit peu à 1242 millions de boisseaux, mais comme vous pouvez voir, c'est un niveau historiquement bas. C'est certain, on n'est pas aussi bas qu'en 2012-2013, mais c'est quand même serré. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont un que je n'ai pas mentionné tantôt, les superficies ensemencées de maïs aux États-Unis. L'USDA a annoncé qu'ils allaient faire la révision dans le rapport du mois de septembre qui sera publié la semaine prochaine, ce qui est quand même inhabituel. Normalement, ils le font en octobre. Ça ne veut pas dire que les superficies vont changer, mais rappelez-vous, le marché avait été surpris par des superficies plus basses que ce qu'on anticipait. Alors, si on peut faire un guess en bon anglais pour la semaine prochaine, ça se pourrait que la superficie augmente un peu aux États-Unis, ce qui viendrait probablement augmenter les stocks de report. Suivante. Alors, voici maintenant le contrat courant du maïs à la bourse de Chicago. Vous pouvez voir d'abord une hausse de 47% sur 12 mois. Mais en fait, on avait pas mal plus augmenté. On avait atteint le 7 mai 12,75. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je le disais tantôt, les achats massifs de maïs par la Chine est tout à fait, disons, inhabituel, pour ne pas dire extraordinaire au mois de mai, sont venus carrément bouleverser le marché. Mais depuis, comme les Chinois se sont retirés de ce marché, ou même carrément disparu, et donc tranquillement, le contrat a rebaissé. D'autre part, c'est aussi la condition des récoltes. Rappelez-vous que l'USDA prévoyait au départ un rendement record de maïs qui a été revu à la baisse depuis. Mais bon, écoutez, au 1er septembre, on était à 5,15 $, ce qui est quand même un niveau tout à fait appréciable, mais bon, on est quand même assez loin du pic du mois de mai. Et là, je laisse la parole à Étienne. Pour ce qui est de l'offre et des demandes aux États-Unis en termes de soya, on peut voir que le rendement s'est maintenu à un niveau quand même assez appréciable. On n'était pas au niveau du record qu'annonçait l'USDA le mois passé. Par contre, on est quand même à un niveau tout à fait normal, là. Donc, en termes de production, on est en hausse, étant donné que l'année dernière, on avait une baisse importante des superficies. On est encore en période de guerre commerciale, du moins l'impact visible, parce que la guerre commerciale n'est pas réglée à ce jour-ci. En termes d'exportation, on est derrière le niveau élevé de l'année passée et on demeure quand même à un niveau là, très fort tout de même par rapport aux dernières années, mais en dessous de l'année dernière. Ce qui fait en sorte que les stocks de report, eux, vont légèrement diminuer pour s'établir à peu près à 155 millions de boisseaux et les jours d'utilisation vont rester identiques. Et tout ça fait en sorte que ça fait une pression à la hausse au niveau du prix. Et donc, le prix moyen pour les producteurs aux États-Unis est de 13,70 $ US le boisseau. En termes des ventes hebdomadaires de soya aux États-Unis pour 2021-2022, on peut voir là, qu'essentiellement 2021-2022 est légèrement en dessous de l'année 2020-2021, mais demeure quand même au-dessus de la moyenne des moyennes des 5 dernières années. Par contre, si on enlève dans le calcul les années de guerre commerciale, on se retrouve exactement au même niveau là, à peu près là, que ces années-là. Donc, pourquoi les États-Unis sont en retard en termes de leur vente à l'international? C'est essentiellement la Chine qui pèse lourd dans la balance. Il faut savoir que la récolte a été record au Brésil. Donc, il y a en masse de soya brésilien qui peut être consommé par les Chinois. D'ailleurs, il y a également aussi des retards au niveau des livraisons de grains de manière générale en Chine, étant donné la hausse des cas des cas de COVID-19 de variante Delta. Mais aussi, il y a d'autres éléments qui viennent jouer en compte en termes de ralentissement au niveau de la demande chinoise.
On peut impliquer les éléments politiques. L'administration Biden a attaqué sur plusieurs fronts la Chine, ce qui fait en sorte que pour des raisons purement politiques, la Chine peut décider de dire, bon, ben, on retarde nos achats en termes de soya. Il y a également la baisse de la marge de profit des tritisurateurs et des éleveurs porcins en Chine, ce qui fait en sorte qu'on diminue également la demande. Et un autre élément, c'est l'augmentation de la substitution des grains dans les rations animales. Il faut savoir que, étant donné le prix actuel du maïs et du soya, Pékin a demandé à ce qu'il y ait une augmentation des substitutions. Donc, on utilise d'autres céréales pour remplacer le maïs et le soya, ce qui fait en sorte que la demande pour ces grains diminue légèrement, mais on est quand même à des niveaux quand même historiquement très élevés au niveau de la demande chinoise. Pour ce qui est de l'exportation, on voit qu'on est à un niveau assez élevé, quand même en dessous du 2016-2017, mais supérieur aux années de la guerre commerciale et légèrement en dessous de celle de l'année dernière. Donc, on est à un niveau très élevé en termes d'exportation. Au niveau des stocks de fin aux États-Unis, donc on peut voir que les stocks sont très serrés. On se retrouve plutôt à un niveau habituellement qu'on retrouvait de 2012 à 2015, mais avec une demande qui, elle, n'a pas cessé de croître. Donc, il y a une pression très forte au niveau des stocks restants aux États-Unis. En termes de contrats à terme, je ne vous apprends rien en vous disant que les contrats à terme ont pas mal augmenté depuis la dernière année. Donc, de septembre, on se retrouvait autour de 9,55 US le boisseau et on a atteint un pic autour du mois de mai à 16,60 US le boisseau. Par la suite, on a vu que les semis progressaient quand même bien aux États-Unis, ce qui a fait une pression à la baisse au niveau des contrats à terme. Et dernièrement, on voit là, que la pression de la nouvelle récolte et de l'estimation des rendements qui serait quand même relativement bonne fait en sorte que les contrats à terme ont légèrement fléchi, mais on demeure quand même un niveau très élevé par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire d'une hausse de 34 %. Donc là, je laisse la parole à Ramzi pour l'offre et la demande à l'international. Oui, alors là, on passe à l'international. On va commencer par un taux de change qui est très important, celui du réal brésilien, qui quand même détermine en bonne partie la compétitivité des grains du Brésil. Vous pouvez voir dans ce graphique, finalement, bon, c'est un petit peu monté, baissé, etc. Mais en bout de ligne, sur un an, si on part au 1er septembre, on était à 0,1853. 2020. Un an plus tard, on est à 0,1928. On a eu des pics et des bas. Mais globalement, je dirais, c'est un taux de change qui est demeuré assez stable. Donc, rien de majeur au niveau du réal brésilien. Suivant. Alors, parlons du Brésil. Je vous inviterai surtout à regarder les colonnes du milieu, parce que vu que c'est l'hémisphère sud, 2021-2022, c'est les prochaines récoltes, celles qui vont être semées dans les prochaines semaines. Donc, pour l'année en cours, comme l'avait mentionné Étienne, beaucoup de soya au Brésil, en fait, un niveau record, 37 millions de tonnes. Par contre, regardez le maïs. L'estimation, parce que c'est encore une estimation, c'est pas un chiffre final, est seulement de 87 millions de tonnes comparativement à 102 millions de tonnes l'an passé. Pourquoi? Ben, c'est principalement la deuxième récolte de maïs safrina au Brésil, puis tout a été très mal, pour ne pas dire un vrai désastre. D'abord, le maïs safrina a été semé très tard parce que la fève elle-même avait été semée tard et récoltée tard. Ensuite, ça a été une sécheresse qui a frappé de plein fouet le Brésil. Et pour couronner le tout, ils ont eu par la suite 4 épisodes de gel. Alors, gardez à l'esprit, c'est un niveau de production de maïs très bas, 87 millions de tonnes, mais il pourrait encore être assez généreux parce qu'il y a plusieurs observateurs qui, eux, utilisent des chiffres encore plus bas. Suivante, s'il te plaît. Alors, si on regarde les exportations de maïs et de soya du Brésil, à nouveau, je vous invite surtout à regarder les colonnes du milieu. Le soya à 83 millions de tonnes, on pourrait dire, ouais, mais pourquoi ça baisse? C'est en bonne partie parce que les Américains sont de retour en force dans le marché chinois, alors qu'ils avaient été boudés auparavant par la Chine. Mais quand même, à 83 millions de tonnes,
et qui sait, il pourra peut-être terminer un peu plus élevé que ça. Regardez à nouveau cette fois le maïs. Pour le moment, l'USDA estime que le Brésil exportera 23 millions de tonnes de maïs comparativement à 35 millions de tonnes l'an dernier. Mais je vous dirais honnêtement, je suis le premier à penser que ce chiffre est encore trop élevé. Comme je le disais, la production sera probablement en dessous de ce qu'on estime actuellement et donc le chiffre final des exportations sera probablement en dessous de 20 millions de tonnes. Suivante, s'il te plaît. Maintenant, passons à l'Argentine. Pour la production en Argentine, que ce soit le maïs ou le soya, rien de majeur. Bon, cette année, ce sont les colonnes du milieu. On parle de 49 millions de tonnes de maïs, 46 millions de tonnes de soya, peut-être un peu plus bas que l'an passé. Quoique les chiffres ne sont pas définitifs, ils pourraient être un petit peu ajustés à la hausse. Et puis bon, pour l'an prochain, pareil. Contrairement au Brésil, je vous dirais, ces dernières années, la production de grains a été relativement flat en Argentine. Suivante, s'il te plaît. Ce qui fait que quand on regarde les exportations de maïs argentin, ben, écoutez, c'est assez clair. Ça tourne autour de 36-37 millions de tonnes, vraiment très stable. Vous pourriez vous demander pourquoi je vous montre pas les exportations de soya de l'Argentine. C'est tout simplement qu'à cause des tarifs en vigueur, l'Argentine est le premier exportateur mondial de tourteaux de soya et donc exporte relativement peu de fèves en tant que tel. Suivante, s'il te plaît. Alors, la Chine, toujours la Chine, évidemment. Premier acheteur mondial et absolument vital pour les marchés des grains. Si on commence par regarder le soya, on est probablement à un niveau record en 2021-2022. L'estimation est à 101 millions de tonnes comparativement à 97 millions de tonnes l'année 2020-2021 et 99 millions de tonnes l'année d'avant. Est-ce qu'on atteindra cette cible? Probablement, puis je vous dirais, rendu à ces niveaux, écoutez, on tourne autour du 100 millions de tonnes. Donc, c'est très clair que la demande chinoise demeure très élevée. Maintenant, si on regarde le maïs, 2020-2021, comme je l'ai dit, ça a été la surprise totale. La Chine, qui normalement importe peu de maïs, aura acheté 26 millions de tonnes. Ils se sont retrouvés subitement du jour au lendemain le premier acheteur mondial de maïs, alors que les autres années, comme vous pouvez le voir, on parlait juste de quelques millions de tonnes. La vraie question, la grande question, c'est 2021-2022. Malgré les achats effectués au mois de mai, vont-ils en fait acheter à nouveau 26 millions du marché américain ces dernières semaines? On peut se poser les questions, mais voici l'estimation qui est quand même à 26 millions de tonnes pour le moment. La prochaine, s'il te plaît. Alors, on parle toujours de la Chine. On va essayer de refaire un petit peu le point là-dessus. Les Chinois ont importé des volumes records de grains en 2020-2021, que ce soit soya, maïs, sorgho et autres orges et d'autres grains. La vraie question, est-ce que ce rythme va se poursuivre en 2021-2022? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Et en étant franc avec vous, personne n'a de réponse là-dessus. On peut avoir nos estimations, mais seuls les Chinois savent quelle est la réponse. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs fois, ça a été les achats de plus de 10 millions de tonnes, quasiment 11 millions de tonnes de maïs au mois de mai qui a révolutionné le marché. Mais ensuite, ça a été une disparition totale. Par contre, et ça c'est quand même très positif, il faut souligner, les achats chinois de soya américains ont repris depuis le mois d'août sur une base quasi quotidienne. D'ailleurs, ce matin, l'USDA a fait l'annonce d'une autre vente à destination de la Chine. Donc, c'est quand même un point très positif. Suivante. Maintenant, juste un petit topo rapide pour les autres exportateurs de blé. Il faut quand même se rappeler que le blé concurrence le maïs dans le marché fourrager et aussi indirectement le tourteau de soya. Ici, si on commence par l'Australie à gauche, évidemment, c'est l'hémisphère sud.
Donc, pour l'année en cours qui s'achève, on parle d'exportation de 23 millions de tonnes de blé qui ont fortement rebondi grâce à la fin de la sécheresse en Australie. Le chiffre, lui, de 22 millions de tonnes est beaucoup plus, disons, provisoire à ce stade-ci parce que les récoltes ne sont pas encore faites. Le blé est battu en novembre-décembre en Australie et donc les pluies des 3-4 prochaines semaines seront très importantes pour le rendement. Mais, l'an passé, 2020-2021, leurs exportations avaient chuté à cause d'une mauvaise récolte de blé. Cette année, on prévoit un certain rebond à 35 millions de tonnes. Quoique là, il faut un petit peu qualifier ce chiffre en disant que la France, qui est quand même le premier producteur de blé en Europe, a eu de très bons rendements, mais une mauvaise qualité, ce qui va venir quand même affecter les disponibilités dans le marché du blé panifiable. Passons maintenant à la Russie. L'an passé, ils ont atteint un sommet avec 39 millions de tonnes d'exportation de blé grâce à une excellente récolte. Cette année, la production est un petit peu à la baisse, rien de dramatique, mais probablement que leurs exportations vont fléchir aussi à 35 millions de tonnes. C'est le contraire en Ukraine. Très bonne récolte cette année et donc un rebond des exportations. Et finalement, le dernier mot pour le Canada. Si vous regardez 18 millions de tonnes pour 2021-2022, non, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un typo. C'est tout simplement la sécheresse absolument désastreuse dans l'Ouest canadien qui fait que les exportations canadiennes de blé vont littéralement dégringoler en 2021-2022. Et là, je repasse le flambeau à Étienne. Parfait, merci Ramzi. Donc, on va parler du marché local maintenant, donc ce qui vous touche probablement plus personnellement. Donc, on va commencer par le taux de change. L'année passée, on a commencé avec un dollar qui se retrouvait autour du 76 cents et demi qui a fluctué au fur et à mesure qu'on arrivait avec des nouvelles concernant la vaccination, des mesures de déconfinement et ainsi de suite. Et après, on est embarqué dans une espèce de bulle au niveau du mois de mai qui a atteint son apogée vraiment au mois de juin, autour de 83 cents US et qui ensuite, avec l'arrivée de nouveaux cas de variante Delta de COVID-19, ça a diminué les perspectives économiques, également le baril de pétrole, et fait en sorte que le dollar, lui, a chuté pour atteindre environ 79 cents US pour un dollar canadien. Mais ça reste quand même un niveau tout à fait là, acceptable et normal, même en période en dehors de la COVID. Bien, comme mon collègue l'a dit, la production dans l'Ouest canadien a été, disons-le, un désastre. Donc, en termes de production de blé, d'orge, d'avoine et de canola, bien, on constate des chutes de production qui varient entre 24 et 35 et donc, c'est des estimations qui sont sorties lundi dernier, donc à un niveau très élevé. Excusez-moi, j'étais concentré, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont confirmé la récolte désastreuse dans l'Ouest canadien. Pour ce qui est de nos voisins dans l'Ontario, on voit que la récolte de maïs est record à 9 millions de tonnes et que la production de blé, elle, est quand même assez importante à 2,71 millions de tonnes. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui... pouvez-vous éteindre vos micros, s'il vous plaît? J'entends ma voix en rétro-feedback, s'il vous plaît. Je vais mettre tout le monde. Parfait. Excusez-moi. Donc, ce qui fait en sorte qu'en Ontario, on va avoir assez de grains fourragés qui va venir probablement compétitionner le grain québécois, surtout que la production de blé en Ontario, la qualité est assez faible. Donc, la plupart du blé va être plutôt pour l'alimentation fourragère que pour l'alimentation humaine. Au niveau des estimations de la production au Québec, Statistique Canada prévoit une récolte tout à fait correcte au niveau du maïs et du soya. Évidemment, vous voyez une récolte pour 2021 à 3,52 millions de tonnes au Québec pour 2021, alors que les années récoltes étaient vraiment en dessous. Mais il faut noter que ces 2 dernières années ont été des années très difficiles en termes de la récolte de maïs. Donc, on revient à une année tout à fait normale à 3,52.
Au niveau du soya, on voit que c'est vraiment en dessous des dernières années, mais ça reste quand même au-dessus de la nouvelle norme là, depuis les dernières années, c'est-à-dire supérieure à 1 million de tonnes. Au niveau de la production de blé, il faut noter qu'on a une production record à 311 000 tonnes pour la production de blé. En termes d'orge et d'avoine, la récolte est tout à fait, je veux dire, stable par rapport aux dernières années, mais reste quand même décevante en raison là, d'une baisse des superficies. Donc, si ce n'est pas du fait que les rendements étaient excellents cette année, on serait retrouvé probablement avec une plus petite récolte cette année. Pour ce qui est du canola, on se retrouve avec une production qui est dans les normales, c'est-à-dire au-dessus du 25 000 tonnes. Au niveau de notre offre et demande de maïs au Québec, on peut voir que pour 2021-2022, on commence avec des stocks qui sont tout à fait normaux, c'est-à-dire autour du 475 000 tonnes, avec une production de 3,52 millions de tonnes. On prévoit que les importations vont être plus faibles que l'année dernière, qui se situe à 350 000 tonnes, alors que cette année, on estime qu'il devrait plutôt se situer à 175 000 tonnes. Tout ça pour donner une offre d'autour de 4,17 millions de tonnes. Au niveau de la demande locale, on voit que la consommation devrait se raffermir également pour se situer à 3,26 millions de tonnes et que les exportations, elles, devraient chuter par rapport à l'année dernière, mais se retrouver quand même à un niveau assez appréciable si on regarde les années précédentes et se situer à 435 000 tonnes. Ce qui fait en sorte que globalement, les stocks devraient se stabiliser par rapport à l'année dernière pour se situer à 475 000 tonnes et que les jours d'utilisation devraient être semblables à l'année dernière. Tout ça pour faire un prix moyen de 275 à 305 la tonne pour l'ensemble du maïs qui va être commercialisé pendant 2021-2022. Donc, ça, c'est indépendamment du moment de la vente. Donc, les ventes qui ont été faites tôt dans l'année et sont incluses là-dedans. Tout ça pour dire qu'au Québec, pour faire un portrait général, on a un retour à une production normale pour ce qui est du maïs et du soya et qui sont jugés comme étant une situation équilibrée. Pour ce qui est du déficit hydrique et de la chaleur en nous, ça risque d'avoir un impact sur les rendements du maïs et du soya. Il faut savoir également que l'estimation de Statistique Canada qui a été faite le 31 août est basée sur des images satellites qui ont eu lieu, qui ont été collectées pendant le début du mois d'août. Donc, ils n'ont pas eu l'impact de la sécheresse. Et d'ailleurs, on a participé à la tournée Grande Culture qui a eu lieu le 26 août dernier et on constate là, que les terres sont relativement assez secs, mais que c'est assez variable d'une région à l'autre. Mais je ne vais pas vous en dire davantage. Là, les données vont être dévoilées le 9 septembre prochain. Pour ce qui est du prix et des bases courantes du maïs au Québec, on peut voir que le prix du maïs a fortement augmenté. Je pense que je ne vous apprends rien aujourd'hui. Donc, le prix est passé d'environ 220 la tonne lorsqu'on se reporte à la période de la récolte l'année dernière et qui s'est redressé pour se situer entre 360 et 380 la tonne pour un prix spot durant le mois de juillet à août. Pour ce qui est de la base, on commençait déjà avec une base qui était très élevée. Et ça, c'est dû au fait qu'on prévoyait déjà une récolte désastreuse au Québec. Donc, on commençait avec des bases très élevées. Par la suite, les bases se sont légèrement redressées de la période de février jusqu'à juin. Puis, on constate une certaine hausse importante au niveau de la base à partir du mois de juillet. Ça, c'est pas dû à un manque spécifique au niveau du maïs au Québec, quoi qu'il en manquait. C'est vraiment dû au fait que le contrat de juillet et le contrat de septembre, il y avait une très grande différence entre les deux contrats. Donc, les acheteurs ont dû compenser le fait que le contrat de juillet était plus élevé que celui de septembre. Et quand on est passé à septembre, pour minimiser la baisse des prix, ils ont dû relever leur base. Et ça, ce n'est pas un cas qui est exclusif au Québec. On a pu constater disons, pas cette anomalie, mais cet événement qui est assez rare de manière générale. Donc, aux États-Unis, les bases à partir qui étaient basées sur un contrat de septembre se sont fortement redressées également. Pour ce qui est des prix des céréales, je vais vous concentrer vraiment votre attention sur l'orge, le blé fourragé, le blé panifiable et l'avoine. On peut voir que par rapport à l'année dernière, on a des hausses assez substantielles. On parle d'environ 70 la tonne pour l'orge. Pour ce qui est du blé fourragé, on est au-dessus du 100 la tonne. Pour ce qui est du blé panifiable, ça, c'est très impressionnant. On est autour de 130 la tonne de plus. Il faut voir que là, le spread entre le blé fourragé et le blé panifiable
s'est redressé cette année. Donc, on est plus autour là, d'un 40 la tonne de plus pour du blé planifiable. Ça, c'est un effet direct de la sécheresse dans l'Ouest canadien. Et pour ce qui est de l'avoine, on voit là, qu'il y a un redressement d'environ de 75 la tonne pour l'avoine. Donc, les effets combinés de la sécheresse dans l'Ouest canadien et aux États-Unis font en sorte que le prix des céréales ont augmenté et que ça tirait tous les prix vers le haut. Pour ce qui est du prix et des bases nouvelles récoltes de maïs au Québec, on peut voir que les prix en dollars la tonne ont suivi l'évolution des contrats à terme et donc se sont redressés. On se retrouve présentement à un prix qui est plus autour du 300 la tonne. Pour ce qui est des bases, on voit également un certain redressement jusqu'au mois d'avril et mai. Et ensuite, on voit une chute au niveau des bases. Ça, c'est un effet direct de la hausse du dollar canadien. Comme on a vu tantôt, on a atteint un pic là, environ au mois de juin. Donc, ça a eu un effet direct sur le niveau des bases en dollars canadiens. Et par la suite, lorsque le dollar canadien s'est affaibli, on voit que les bases se sont redressées et que ça se retrouve à un niveau particulièrement élevé et qui pourrait se traduire par une certaine incertitude quant à la nouvelle récolte de maïs au Québec. Pour ce qui est des prix et des bases nouvelles récoltes du soya au Québec, on peut voir que le prix s'est apprécié également. On se retrouve plutôt à un prix qui est supérieur à 600 la tonne au niveau du soya. Et au niveau des bases, pendant un bon bout de temps, on s'est retrouvé à un niveau très élevé, entre moins 10 et moins 20 US le boisseau, alors qu'une base normale dans une période normale, quoique ça fait des années qu'on n'a pas vu une année normale de commercialisation de façon générale, se situait entre moins 25 et moins 45 US le boisseau, et c'est ce qu'on a atteint à partir du mois de juin jusqu'à août. Et là, on voit que à partir du mois d'août, il y a de moins en moins de ventes qui ont été rapportées au SRDI. Il faut noter également là, que l'incertitude quant à la nouvelle récolte a probablement joué et que les producteurs ont probablement fermé beaucoup de contrats à terme et donc l'incertitude liée à la sécheresse fait en sorte que les producteurs n'ont pas voulu se commettre à fermer davantage de ventes. Je laisse la parole à Ramzi. Oui, alors on va essayer de faire une conclusion globale. Il faut revenir sur le Brésil, une saison infernale donc pour le maïs safrina. La production globale qui est estimée à 87 millions de tonnes, mais qui pourrait très bien finir en dessous de 85 millions de tonnes, contre 102 l'an passé. Donc, ça fait quand même une chute dramatique. On pourrait parler d'une chute d'environ 20 millions de tonnes. Deuxième point, je crois qu'il a été clair dans nos tableaux, c'est que les offres et demandes des principaux grains restent serrées aux États-Unis. On vous a montré le maïs et le soya. Mais si on vous avait montré aussi le blé, ça aurait été exactement le même portrait. Donc, une offre et demande serrée. Évidemment, on va voir la semaine prochaine ce qu'ils vont faire avec les superficies ensemencées. Mais écoutez, avec les chiffres qu'on a, c'est serré au moment où on se parle. Ce qui fait que quand on regarde le marché, il y a quand même une certaine pression baissière sur les prix à court terme qui a commencé et qui va continuer dans les prochaines semaines, tout simplement à cause du battage. On a vu cette semaine, les contrats à terme, surtout du maïs, ont quand même chuté à Chicago. Écoutez, ils sont sur le point de démarrer le battage à grande échelle chez nos voisins. Par contre, à moyen terme, le scénario des prix n'est pas négatif. Il est neutre à haussier parce qu'il y aura un manque de maïs brésilien sur le marché mondial qui devra être compensé par les Américains et aussi l'Argentine. Et on le voit aussi, une très bonne demande de soya de la part de la Chine. Et je termine avec la Chine qui, toujours, a un point d'interrogation. Alors, c'est quand même le premier acheteur mondial, puis non seulement de soya et d'autres grains, mais aussi de maïs en 2020-2021. Est-ce que ça va être aussi le cas en 2021-2022? C'est vraiment la question clé et la réponse à cette question déterminera en bonne partie l'évolution du marché. Et là, c'est Étienne qui va nous conclure tout ça. Donc, si vous avez des questions vraiment spécifiques au niveau de la commercialisation ou vous trouvez à la fin de notre webinaire que vous vouliez poser plus de questions, voici nos numéros de téléphone, nos courriels.
Excusez. Parfait. Nos courriels. On est également visible sur les réseaux sociaux, donc Twitter. On a également une chaîne YouTube et on est également très actif au niveau de LinkedIn. Par ailleurs, nous rappelons qu'il y a l'application AppGrain qui est disponible sur notre site Internet qui permet d'envoyer vos ventes plus facilement au SRD. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire et on vous souhaite une excellente année 2021-2022 en espérant que... Oh, Ah, il y a un commentaire. Vas-y, Étienne. Ah, c'est merci. Bon. Alors, écoutez, bonne chance pour le battage en espérant que le rendement et la qualité seront évidemment de l'autre côté, les prix aussi. Alors, restez à l'affût de l'information. C'est un marché qui est encore nerveux, volatile. On pourrait avoir encore beaucoup de surprises dans les prochains mois. Merci beaucoup.